vais donc m'auto-saisir de la parole alors. Merci Madame la Présidente. Merci cher Sylvie André pour votre accueil. Merci aussi à vos sympathiques étudiants pour leur assistance logistique, matérielle. C'est un grand plaisir d'intervenir dans ce colloque. Le thème que j'ai choisi, presque unilatéralement de choisir, c'est la donation-partage, approche objective et subjective. Alors cela mérite peut-être quelques explications. Comme vous m'aviez sollicité, vous m'aviez invité à traiter à mon tour de l'arrêt du 2 juillet 2025 pour donner le là à mon ami Bernard Vareille, dont il est connu que nous ne partageons pas exactement la même compréhension de la donation-partage en indivision. Il me semblait que cet exercice ne présentait pas un intérêt majeur après avoir entendu Bernard Vareille. Il a beaucoup dit sur le sujet et pour ma part, je ne pourrais répéter que ce que j'ai toujours dit sur la question, à savoir que je ne crois pas qu'une donation-partage puisse exister, ne serait-ce que partiellement en indivision. Et je ne crois pas non plus que l'arrêt du 2 juillet 2025 apporte beaucoup à ce qu'avait déjà dit la Cour de cassation en 2013. À mon avis, la solution résultait déjà des deux arrêts de mars et de novembre 2013. Aussi ai-je suggéré d'envisager la donation sous un angle plus large, de l'envisager à travers l'objectivisme et le subjectivisme. Il y a ici un écho à la thèse du regretté Jean Hauser, dont on se souvient qu'il avait traité de l'objectivisme et du subjectivisme dans l'acte juridique. Il avait montré que les aspects volontaires, les aspects légaux, réglementaires s'interpénètrent de manière subtile, complexe dans tous les actes juridiques, spécialement dans la donation-partage. Et puis dans un amphithéâtre, Paul Roubier parlait de droits subjectifs, ça n'est pas non plus déplacé, me semble-t-il. Alors une telle approche me paraît en effet parfaitement adaptée à la donation-partage, dont l'histoire contemporaine est celle au fond d'une très grande faveur, d'une faveur grandissante pour l'organisation volontaire et anticipée du règlement de la succession. Une faveur qui a conduit le législateur, la jurisprudence, a changé en vérité radicalement le tracé de la frontière entre l'impératif et le supplétif en la matière, entre ce qui relève du structurant et de l'aménageable. Mais aussi, il faut y prêter attention entre l'individuel et le collectif, entre ce qui relève de l'acte autoritaire, de la confection en quelque sorte unilatérale, du partage d'ascendants, à prendre ou à laisser par les copartagés, et ce qui relève, Bernard Vareille en parlait tout à l'heure, d'un véritable pacte de famille, dans lequel la volonté du disposant reste évidemment prépondérante. C'est lui qui donne, évidemment, mais qui doit néanmoins composer avec la volonté des gratifiés, voire parfois négocier avec eux en fonction de leurs attentes, de leurs doléances, parce qu'il précisément, il ne s'agit pas ici simplement de donner, mais aussi de partager, non pas en lieu et place, mais avec ceux qui devraient avoir un titre unilatéral à le faire ordinairement. Alors, cette faveur pour la donation-partage a revivifié l'institution en faisant aujourd'hui, la pratique notariale le sait bien, l'instrument privilégié du règlement anticipé de la transmission à titre gratuit. Et parfois d'ailleurs à l'excès, au point que statistiquement, il se fait beaucoup plus de donations-partage que de donations ordinaire dans les offices notariaux. Et dans ces conditions, il me semble que toute la question est de savoir si sous la poussée du volontarisme, la donation-partage telle que nous la connaissons aujourd'hui n'a pas perdu son unité, ou plutôt sa cohérence structurelle, puisqu'il s'agit d'un acte dual, elle est donation, elle est partage. En somme, la question est de savoir si la force du subjectivisme n'a pas dévoyé les éléments objectifs de l'institution, au risque de lui faire perdre sa logique, au risque que le parti pris très favorable dénature l'institution qui est convoitée pour ses avantages civils et fiscaux, évidemment. Alors, les grandes étapes de l'évolution moderne de la donation-partage sont parfaitement connues. On se souvient que sous l'impulsion de Pierre Catala, la loi du 3 juillet 1971 a transfiguré la donation-partage. Elle l'a soustraite à toutes les sujétions du partage qui en limitaient auparavant considérablement l'usage. Plus de nécessité désormais d'une égalité entre les copartagés, non seulement en nature, ce qui a longtemps été le cas, mais en valeur aussi. Et puisqu'il y a ainsi plus de sanctions de la lésion.
Plus de nécessité d'une participation de tous les réservataires présomptifs et donc exit la nullité pour omission d'enfants qui sévissait auparavant. Possibilité également, lorsque la concorde règne, de geler les valeurs données au jour de l'acte pour le calcul de la réserve héréditaire, ce qui en fait l'un des pactes successoraux les plus prisés à raison de sa stabilité incomparable. Plus près de nous, la loi du 23 juin 2006 a soufflé, on le sait bien, un nouveau vent de liberté sur l'institution en élargissant son périmètre à tous les rapports de successibilité, et plus encore, en permettant désormais de gratifier la seconde génération en lieu et place de la première, si celle-ci y consent à s'effacer à son profit. Alors par la suite, ces réformes législatives ont été complétées par deux inflexions jurisprudentielles de très grande importance. La première, c'est la correction de la pratique dont il a été question, à mon avis parfaitement justifiée, que la Cour de cassation a imposée dans ses arrêts des 6 mars et 23 novembre 2013 et qu'elle a réitéré le 2 juillet dernier, en condamnant les fausses donations-partage en indivision, que la pratique notariale, pour les raisons qui ont été parfaitement expliquées, continue d'instrumenter de manière très imprudente aujourd'hui. La seconde évolution jurisprudentielle, qui est à mon avis logiquement incompatible avec cette position et qui brouille de mon point de vue dangereusement les frontières de l'institution, procède d'un arrêt du 13 février 2019 qui a prétendu qu'une donation-partage pourrait être formée par l'acceptation d'un seul enfant, les autres ne faisant éventuellement qu'élargir son objet, tout en soutenant par ailleurs que le partage ainsi réalisé procéderait de la seule volonté du disposant, ce qui d'évidence est erroné selon moi. C'est dire en tous les cas que les contours de l'institution de la donation-partage ne sont pas parfaitement stabilisés et que l'esprit de faveur qui domine a tendance, de mon point de vue, à tout le moins, à pousser le subjectivisme parfois trop loin en méconnaissance des éléments objectifs qui structurent la notion. Et cela invite, me semble-t-il, à porter un regard critique en tâchant de faire la part des choses. Et c'est à quoi je m'efforcerai de parvenir en distinguant très simplement ce qui procède des constantes et ce qui relève des variables. Alors, s'agissant des constantes, ce sont évidemment les éléments structurants de la donation-partage, les éléments constitutifs et partant les éléments qui sont indérogeables de cette notion, à savoir, comme son nom l'indique, la donation et le partage. Alors, la donation, on pourrait évidemment dire les donations, puisque la donation-partage suppose par définition une pluralité de gratifiés, sans laquelle le partage, qui est l'autre élément fondateur, structurant de l'opération, ne se conçoit pas selon moi. Et en un sens, il est bien vrai que la donation-partage est constituée par une collection de donations. Et ces donations sont unies substantiellement par la volonté des parties, afin précisément de réaliser ensemble le partage convenu. Et par conséquent, selon moi, la donation-partage n'est pas constituée, comme on le dit parfois, par un faisceau de donations indépendantes les unes des autres. Elle procède, à mon avis, du consentement global des partagés à la disposition à titre gratuit. Chacun des copartagés consentant à l'ensemble de l'opération. Un petit peu à la manière de ces enfants qui, dans un goûter d'anniversaire, n'acceptent de prendre leur part du gâteau qu'après avoir regardé dans l'assiette de leurs petits camarades, en vérifiant que toutes les parts sont sensiblement d'égale proportion. Eh bien, dans ma compréhension, c'est cela, la donation-partage. On ne consent pas simplement à son lot, on consent à tous les lots. Et cette observation n'est absolument pas neutre. On le verra tout à l'heure. En tous les cas, il me semble désormais acquis que la donation-partage est constituée donc prioritairement, essentiellement aujourd'hui d'une donation, n'emprunte pas simplement sa forme à la donation. La donation participe du fond de l'opération. Elle est devenue même, de mon point de vue, l'élément central de l'opération.
Et ce n'est pas un hasard si la loi du 23 juin 2006 a débaptisé les partages d'ascendants pour les rebaptiser libéralité-partage, en mettant sur le devant de la scène l'opération de donation. Aussi bien, la donation-partage bénéficie du même assouplissement des formes que la donation ordinaire, précisément parce qu'elle est une donation. Et pourtant, à vrai dire, cela ne coulait pas de source du tout. Le partage, lui, a toujours été un acte parfaitement consensuel. Il ne s'accompagne d'aucune forme obligatoire. Dans ces conditions, on aurait parfaitement pu considérer que le caractère de pacte successoral de la donation-partage imposait un regain de forme appliqué à la donation, une exigence accrue de formalité. Et pourtant, contrairement à ce que l'on dit souvent, la jurisprudence, du moins à ma connaissance, n'a jamais condamné les donations-partage réalisées par voie de dons manuels. Alors sans doute, la Cour de cassation a dit à 2 reprises ces dernières années que la donation-partage doit être consentie par acte authentique. Mais elle l'a fait pour condamner de prétendues donations-partage qui étaient réalisées ostensiblement par des écritures privées. Jamais elle n'a positivement condamné la donation-partage par voie manuelle qui se pratique en vérité à haute voltige par des banques privées en particulier. Ce qui est seulement vrai, de mon point de vue, si l'on veut bien admettre que la donation-partage est constituée par des donations qui sont acceptées par chacun des copartagés, c'est que les dons manuels doivent désormais être faits de manière concomitante et en contemplation les uns des autres, chacun des donataires est bien consentant aux donations manuelles réalisées au bénéfice des autres, ce qu'un pacte adjoint peut constater. Et je ne dis évidemment pas qu'il s'agit là d'une recette, je ne dis évidemment pas que ce soit une solution qui soit heureuse. Sans doute, le législateur devrait-il prendre ses responsabilités. Mais tant qu'il ne le fera pas, tant qu'il ne soumettra pas la donation-partage à un formalisme spécial, eh bien je crains que les donations-partage manuelles aient toujours vigueur. Dans la donation, donc, qui porte distribution des biens du disposant, c'est donc le fond qui importe essentiellement et avant tout. La donation-partage, je le répète, est structurellement, au premier chef, une donation. Et comme telle, elle peut comporter toutes les stipulations que les donations ordinaires peuvent comporter. Droit de retour, réserve d'usufruit, rente viagère, soult, mise à la charge de tel ou tel copartagé, avec simplement un système, on le sait, impératif de réévaluation lorsque l'exigibilité de la soult est différée. Je remarque à ce stade et à ce sujet que 2 clauses, toutefois, ont fait difficulté. La première, c'est la stipulation d'une clause pénale qui voudrait que le copartagé qui conteste la donation-partage soit privé de tout droit dans la quotité disponible. La Cour de cassation y a vu un pacte sur succession future et de manière très discutable aujourd'hui, une atteinte au droit au procès équitable. Alors, des aménagements de clauses ont été proposés pour éviter cette censure. Elle est peut-être malheureuse, mais je crains qu'en l'état du droit positif, elle demeure. Et je ne suis pas convaincu que les aménagements qu'on ait proposés changent fondamentalement la donne. La seconde stipulation qui a fait difficulté dans la donation-partage, c'est la stipulation d'une charge résiduelle ou graduelle. Il a été soutenu que si le jeu d'une telle clause devait avoir pour effet de faire perdre au copartagé qui la souffre la perte de son entier émolument. Et si cette donation-partage avait été constituée avec 2 copartagés simplement, eh bien l'effacement d'un lot compromettrait la qualification de donation-partage parce que ne subsisterait plus qu'une donation ordinaire. Fort heureusement, de mon point de vue, cette thèse n'a pas fait florès, elle est devenue assez marginale et je crois effectivement qu'elle confond 2 choses. D'abord, la constitution de la donation-partage, sa validité, son existence même, et d'autre part, son efficacité. Peu importe qu'un lot soit anéanti par l'effet de la libéralité graduelle, ça n'empêche pas l'autre libéralité d'avoir existé et les conditions de validité, que je le sache, et de qualification s'apprécient au jour de la formation de l'acte juridique. Pour moi, le lot qui subsiste demeure une donation-partage.
Et j'en viens déjà à l'autre élément structurant, le partage. Donc, et quand je dis que la donation-partage est avant tout une donation, ça ne veut pas dire évidemment qu'elle n'est pas aussi essentiellement un partage, c'est tout le contraire. L'exigence du partage est évidemment incontestable. Et comme la jurisprudence l'a rappelé en 2013 et 2025, une donation-partage ne se conçoit pas, effectivement, comme cela vient d'être rappelé, sans un partage. Non seulement un partage entre tous les copartagés, mais un partage, de mon point de vue, de tous les biens qui en sont l'objet. Alors sans doute, on invoque la possibilité d'un partage ordinaire, mais un partage ordinaire partiel n'est partage que précisément de ce qu'il partage. Les biens qui demeurent en indivision ne sont pas partagés. Et la Cour de cassation a dit justement en 2013 qu'une donation-partage ne vaut que dans la mesure de la répartition matérielle des biens donnés. On a beau avoir constitué des lots privatifs, si on laisse des biens en indivision, eh bien ces biens sont en dehors du cercle de la donation-partage. Quoi qu'en ait dit la doctrine classique, il me semble qu'il y a une nécessité de la logique pure. De la même façon, je ne crois pas qu'on puisse tirer argument de la possibilité de maintenir des lots en indivision dans la donation-partage transgénérationnelle, lorsque du moins il y a deux souches, parce que dans cette hypothèse, on a bien un partage. On a un partage par souche, précisément, qui est réalisé. L'hypothèse est donc toute différente. Et cette condition étant, de mon point de vue, une condition objective, il est exclu que les volontés privées puissent y déroger. Elles peuvent se dire ce qu'elles veulent dans les actes de donation-partage. C'est une nécessité structurelle de la donation-partage qui est indépassable. La seule question sur laquelle les volontés peuvent avoir effet, c'est la sanction. Et cela a été très bien dit. La question cruciale, centrale, c'est de savoir s'il y a indivisibilité entre les lots privatifs et les lots qui sont, les attributions, disons, qui sont maintenues, indivises. Ce qui commande, de mon point de vue, la sanction, nullité intégrale ou nullité partielle. L'exigence, par conséquent, pour moi, est certaine, mais encore doit-elle être bien comprise. Le partage que requiert la donation-partage est, de mon point de vue, moins le partage des biens donnés que le partage successoral que réalise par anticipation les dispositions à titre gratuit qui sont consenties par le donateur à ses héritiers présomptifs ou descendants de ceux-ci dans la donation-partage transgénérationnelle. Et c'est la raison pour laquelle le partage d'ascendants, contrairement au partage ordinaire de succession, n'a pas pour effet, comme cela a été très bien dit, de mettre fin à une indivision, mais d'éviter, au contraire, sa naissance. Alors cette précision me semble importante parce qu'elle fait comprendre que la formule employée par la Cour de cassation dans ses arrêts de 2013 et 2025 est assez inappropriée quand elle dit qu'il faut une répartition matérielle des biens pour qu'il y ait donation-partage. Ce n'est pas exact. On sait depuis l'arrêt Gougueff en 1948 qu'une donation-partage peut se constituer avec un seul lot privatif en propriété physique, à charge de soult, à verser ou copartager. Et dans cette hypothèse, il n'y a aucune espèce de répartition matérielle des biens qui sont donnés. En vérité, ce que veut la Cour de cassation, ce qui importe seulement pour qu'il y ait donation-partage, c'est que les lots constitués soient privatifs, de manière à valoir règlement anticipé de la succession du disposant. Et puisqu'il en est ainsi, il me semble qu'une modalité du partage susceptible de présenter de grands intérêts en pratique, notamment pour concurrencer les charges graduelles résiduelles auxquelles faisait allusion tout à l'heure, devrait logiquement être admise alors qu'elle passe aujourd'hui pour extrêmement sulfureuse. Elle consiste à gratifier un copartagé de la nue propriété d'un bien et attribuer l'usufruit correspondant à un autre copartagé. Et de fait, du moment que le démembrement constitué entre les deux successibles par voie de donation leur attribue des biens privativement, les éléments constitutifs du partage sont réunis. Je remarque à ce sujet que dans le partage ordinaire, très tôt, il a été admis qu'un partage puisse être réalisé dans les conditions que je viens de dire, par voie de démembrement. Proudhon, dans son traité de l'usufruit, le disait déjà.
Alors sans doute, anciennement, la possibilité d'un partage d'ascendants réalisé par voie de démembrement a été condamnée par la Cour de cassation, mais à une époque où l'égalité dans le partage d'ascendants devait être en nature au même titre que dans le partage judiciaire. La donne ayant changé, je ne vois pas ce qui l'interdirait aujourd'hui. Mais on en vient déjà aux variables. Alors ces variables offertes aux volontés privées font de notre institution de la donation-partage une technique polyvalente. Dans le respect des invariants constitutifs, il est désormais possible d'y recourir dans des directions et suivant des modalités, on ne peut plus varier. Et ces variables, pour schématiser, concernent tant la participation à la distribution que la liquidation de la succession du disposant. Alors la participation à la distribution soulève d'abord une question de qualité que la loi du 23 juin 2006, je le disais tout à l'heure, a résolu dans le sens de la plus grande ouverture. Si l'on veut bien faire abstraction, en effet, de la possibilité qui existait dès avant cette loi, d'inviter une donation-partage un tiers pour recevoir des biens d'entreprise, donation-partage, auparavant, était limitée à la ligne directe descendante, à l'ordre des réservataires présomptifs, précisément. La donation-partage, depuis 2006, est ouverte à tous les successibles, à tous les héritiers présomptifs, ce qui permet de l'étendre en ligne collatérale et ce qui permet d'y inviter aussi désormais le conjoint survivant. Alors dans la ligne collatérale, il n'y a pas des intérêts majeurs, me semble-t-il, faute de réserve héréditaire, à utiliser la donation-partage. Comme cela a été justement souligné, on pourrait trouver quelques intérêts, notamment avec la faculté de réincorporation. Si des distributions avaient été faites de manière anarchique entre les frères et sœurs et qu'elles étaient regrettées parce qu'elles apparaissaient inopportunes, on pourrait parfaitement les réincorporer dans une nouvelle donation-partage. Soit, mais il ne me semble pas que ce soit un intérêt qui soit majeur. Je remarque que la possibilité d'inviter le conjoint survivant à la donation-partage pourrait présenter plus d'utilité et peut-être des utilités qui ne sont pas toujours très bien mesurées. Notamment, il est une pratique qui est très régulière, qui consiste à disposer en démembrement au profit de la descendance, à se réserver un usufruit, à le stipuler réversible sur la tête du conjoint survivant. On sait que la réversibilité est considérée comme une donation faite au conjoint survivant. Hier, elle était forcément extérieure à la donation-partage. Aujourd'hui, la question se pose de savoir si elle demeure extérieure ou si elle est intégrée à la donation-partage, avec des incidences liquidatives qui ne sont pas minces, en vérité. Mais c'est surtout le nombre des participants qui manifestent la variabilité de la donation-partage, son extrême variété actuelle. Première question, 1 ou 2 ascendants donateurs. Dans les faits, on le sait, la donation-partage conjonctive, c'est-à-dire qui est faite à 2, est la plus fréquente, parce qu'elle présente des intérêts à la fois civils et fiscaux qui sont majeurs, ce qui tient à son indivisibilité. Chacun des copartagés réputés tenir ses droits à proportion de ce que la donation-partage a été abondée par les 2 ascendants, et non pas des biens qu'il tient physiquement de l'un ou de l'autre. La chose est aujourd'hui si fréquente qu'elle paraît anodine, et pourtant, il y a là, en théorie juridique, un bénéfice qui est tout à fait exceptionnel au regard de la théorie française du patrimoine, de l'unité, de la personnalité du patrimoine. Un avantage que vient simplement concurrencer dans leur délibérité la dot, qui permet aussi de disposer au profit des enfants de biens dont on n'est pas le propriétaire. Et ce caractère très original de la donation-partage conjonctive, son indivisibilité essentielle, explique peut-être que toutes les conséquences n'en soient pas régulièrement tirées, notamment sur le terrain de la révocation, de la résolution des attributions. Et l'on pourra en dire autant de la donation-partage cumulative sans doute. Mais c'est surtout au regard du nombre des copartagés que l'extrême plasticité de la donation-partage se manifeste aujourd'hui. On l'a vu, il n'est plus besoin aujourd'hui d'y appeler l'ensemble des descendants. Et quand ceux-ci l'acceptent, ils peuvent laisser leur place à leurs propres enfants. On peut faire des donations-partage, comme cela a été dit, en saute-mouton de la première génération.
Et du moment que l'on admet cette ouverture de la donation-partage, du moment que les attributions sont privatives, il y a bel et bien là les ingrédients de la donation-partage, la donation et le partage. Enfin. La malléabilité de la donation-partage est même telle que la Cour de cassation, j'y faisais allusion tout à l'heure, en 2019, a même déclaré que la donation-partage se formerait dès la première acceptation donnée, de sorte qu'elle pourrait être admise théoriquement en présence d'un seul lotissement, du moment qu'un autre lot aurait été proposé, peu important qu'il ait été décliné ou accepté. Cette affirmation me paraît d'abord inutile. En l'espèce, il y avait de l'eau et tout à fait inutile à la solution de l'espèce, mais elle me paraît, pour ma part, regrettable, erronée, car je ne vois pas qu'il existe encore un partage en pareil cas, et pas davantage que l'on puisse rationnellement tenir pour former un acte auquel fait défaut une condition essentielle de sa formation. Pour ma part, j'y vois une erreur de parcours et j'espère que cette erreur de parcours sera sans suite parce qu'elle brouille dangereusement les limites de la donation-partage. Et pourtant, elle a des incidences liquidatives qui sont extrêmement importantes, évidemment. Et j'en viens précisément au deuxième élément de variabilité, la liquidation de la succession du disposant. Par définition, la donation-partage est en effet une anticipation de la liquidation successorale. Et le temps est révolu, vous le savez bien, où l'on allait jusqu'à tenir la donation-partage pour une présuccession. Il est aujourd'hui admis de manière unanime que la donation-partage est appelée à se fondre à terme dans le règlement de la succession du disposant, mais avec un particularisme qui tient à la préfiguration du partage qu'elle a opéré, et ce particularisme se manifeste à un double titre. D'abord, alors que l'égalité est l'âme du partage ordinaire, la donation-partage, puisqu'elle est avant tout donation, peut être inégalitaire. Elle peut ne pas appeler, on l'a dit, tous les héritiers présomptifs, mais elle peut également leur accorder des lots inégaux, non seulement en nature, évidemment, mais en valeur également. Et elle peut même inclure des dispositions hors part. La loi le dit expressément pour la donation-partage ordinaire, qui peut à la limite se ramener à cela, même si cela paraît assez paradoxal. Et quoique la donation-partage transgénérationnelle repose dans son organisation légale sur une espèce de représentation de la première génération par la seconde dans la réserve héréditaire, il devrait être admis, selon moi, qu'une donation-partage transgénérationnelle puisse contenir des dispositions hors part. Et s'il en est ainsi, si la loi s'accommode désormais pleinement de l'inégalité dans la donation-partage, y compris en ligne directe, cela tient à ce que des règles liquidatives spécifiques qu'on vous a enseignées cette année-ci excellemment, je n'en doute pas, sont garantes des droits à réserve des descendants qui sont partis ou non, cela a été rappelé, à la donation-partage. Et cela impose d'ailleurs de tenir compte dans la liquidation de la succession, lorsqu'on est en présence d'une donation-partage transgénérationnelle, non seulement de la donation-partage dans la succession du disposant, mais également dans la succession de celui qui s'est effacé. Ces règles liquidatives sont parfaitement éprouvées aujourd'hui, si ce n'est qu'elles laissent place à une incertitude de méthode en présence d'une donation-partage inégalitaire, ou plus généralement, elle dit passer, en présence d'une inégalité dans les attributions qui sont faites en avancement de part aux enfants, qu'elles procèdent de donation ordinaire ou de donation-partage, n'y change rien. Concrètement, la question est de savoir si dans le règlement successoral, les biens existants disponibles doivent être attribués aux enfants à proportion de leur vocation successorale, c'est la méthode dite de Paris, ou bien à la mesure du défaut de réserve héréditaire que laissent apparaître les dispositions faites en avancement de part reçues du décujus.
c'est la méthode dite de Carpentras. À mon avis, la solution est à rechercher une fois de plus dans une analyse subjective de la situation. En effet, si les partis ne peuvent certainement pas, dans l'acte de donation-partage, dire qu'ils adopteront la méthode parisienne ou la méthode de Carpentras, ainsi que Sophie Godemel l'a parfaitement révélé, il est possible de clore la difficulté par des dispositions testamentaires qui organisent à l'avance le sort des biens existants. À défaut, si rien n'a été prévu, le fait que les dispositions contenues dans la donation-partage aient été voulues en avancement de part, donc sans intention de créer un avantage dans le partage à intervenir, conduit, de mon point de vue, à proscrire la méthode parisienne qui postule précisément le contraire. Il reste, et c'est par là que se manifeste le particularisme irréductible de la donation-partage, qu'elle est susceptible de s'intégrer plus ou moins profondément dans le règlement de la succession du disposant au regard des évaluations à faire, ce qui est une question évidemment centrale lorsque des décennies ont séparé l'acte de donation-partage du règlement de la succession. Le fait que la donation-partage ne soit pas rapportable limite la question à la réserve héréditaire, à l'évaluation des biens dont il a été disposé pour les besoins de la reconstitution des parts de réserve. Et on sait que par dérogation à l'article 922 du Code civil, ça a été rappelé tout à l'heure, il est possible d'obtenir ce qu'on appelle un gel des valeurs au jour de l'acte. Alors il n'y a pas lieu d'insister sur cette solution qui est bien connue, sinon pour remarquer qu'elle ne vaut que sauf clause contraire, ce qui fait là encore de la volonté des parties et singulièrement du disposant l'arbitre d'une justice successorale à géométrie variable. Veut-on que l'égalité soit recherchée au plus près du règlement définitif de la succession? On optera alors pour des donations ordinaires rapportables. Veut-on maintenant des dispositions définitivement évaluées au jour de l'acte? On procédera alors à une donation-partage respectueuse des conditions de l'article 1118 du Code civil. Veut-on une réévaluation simplement repoussée au jour du décès? On fera une donation-partage en excluant le bénéfice de l'article 1118. Pour conclure, je remarquerai qu'à l'opposé de ce système, le règlement successoral est repoussé au deuxième décès en présence d'une donation-partage conjonctive attentatoire à la réserve héréditaire, puisque l'article 1077.2 du Code civil diffère à cette date, au second décès, l'exercice de l'action en réduction relative à la première succession ouverte. Et l'on prétend habituellement expliquer cette solution par une sorte de théorie des vases communicants entre les réserves héréditaires des deux ascendants pour rechercher dans une des successions la réserve qu'on n'aurait pas trouvée dans l'autre succession. Je remarque que cette doctrine n'a jamais été consacrée à ma connaissance par la Cour de cassation. Elle est assez curieuse. Ce que dit le texte seulement, c'est que l'action en réduction est différée au deuxième décès. On ferait bien de s'en souvenir, ça éviterait bien des difficultés, me semble-t-il. Je vous remercie pour votre attention.